Bonjour et bienvenue à cette webconférence organisée par VK en partenariat avec Interial, une mutuelle que l'on ne présente plus et qui propose une protection sociale complète à ses adhérents tout au long de leur parcours de vie, professionnel comme personnel. Le thème de cette conférence colle à l'actualité, celle des contrats collectifs de PSC, mais cette fois-ci sous un angle différent. Nous allons nous intéresser aux facteurs qui influencent réellement le tarif, et répondre à la question que veut dire un contrat équilibré. Des questions qui sont des questions légitimes que se posent les décideurs de la fonction publique territoriale, mais que nous pouvons tous vous poser, vous pouvez tous vous poser également comme agents. L'objectif de cette webconférence n'est pas l'accord national du 11 juillet en tant que tel, je le rappelle, conclu après 1 an de négociations par 6 syndicats d'agents, 7 organisations d'employeurs territoriaux, mais plus une proposition pédagogique afin de mieux comprendre le prérequis d'un contrat et de vous permettre une lecture plus fine des mécanismes liant niveau de risque, niveau de couverture, tarification et impact sur le reste à charge des agents. Et pour ce faire, 2 regards croisés, celui d'une praticienne et celui d'un expert, enfin j'espère que ces termes leur conviendront dans la manière de leur présenter, 2 invités en studio avec moi et que je m'empresse de vous présenter. Muriel Gibert, administratrice territoriale, vice-présidente du groupe Interial, en charge de la fonction publique territoriale. Bonjour Muriel. Bonjour. Philippe Charton, directeur du développement marché des acteurs territoriaux chez Reliance, groupe mutualiste connu, spécialiste des acteurs de la santé et des territoires. Bonjour. Ils répondront à mes questions, mais cette webconférence est aussi, et je dirais surtout, l'occasion de répondre à vos questions. Vous pourrez les poser via l'icône questions que vous pouvez voir sur votre écran. Enfin, nous vous informons que cette conférence fera l'objet d'un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé dans les jours à venir. Alors, nous allons parler de santé et de prévoyance. Commençons par vous, Muriel Gibert. Les items qui interviennent sur un contrat de santé sont très différents de ceux qui interviennent sur un contrat de prévoyance aussi. Je vous propose de commencer par la santé. Quels sont les critères majeurs qui sont pris en compte pour établir un contrat ? Alors, quand il y a un appel d'offres, les spécialistes des assureurs regardent un certain nombre de critères objectifs. Par exemple, les caractéristiques de la population concernée. Un exemple pour faire sourire, quand il y a plus d'hommes dans une collectivité, eh bien le contrat sera forcément moins cher parce que statistiquement, sur le plan national, les hommes font moins attention à leur santé et donc dépensent moins. Ils consomment moins de médicaments. Ils consomment moins de médicaments et ils vont surtout moins chez le médecin. Voilà. Nous regardons évidemment la pyramide des âges de la population, de la collectivité ou de l'établissement public. Et puis, nous tenons compte forcément des impacts de tout ce qui existe à la fois de la part de la loi et dans ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire tous les ans la progression des dépenses de santé, qui est importante et dont j'évoquerai quelques chiffres dans quelques secondes. Pour répondre à un appel d'offres, je voudrais dire, parce que c'est important, qu'un panier de soins doit être adapté au pouvoir d'achat des agents. Il ne s'agit pas d'essayer de faire des rôles, etc. Il s'agit d'adapter vraiment le panier de soins aux demandes des agents, à ce dont ils ont besoin. On n'a pas forcément besoin des mêmes choses en fonction de la catégorie de la collectivité. Selon qu'on habite un département rural, les métiers seront beaucoup bien différents et beaucoup plus de catégorie C que dans une métropole où vous avez beaucoup plus de cadre A. Donc, essayez d'adapter le cahier des charges de la santé aux besoins réels des agents plutôt que de plaquer un modèle de panier de soins qu'un assistant maîtrise d'ouvrage peut par exemple conseiller, parce que nous prônons, en ce qui nous concerne quand on est spécialiste, du sur-mesure qui correspond réellement aux attentes des agents. Et ce que je prône également, c'est qu'à partir d'un panier de soins, je dirais pas basique, mais d'un panier de soins
classique, on prévoit d'ores et déjà dans l'appel d'offres des surcompléments, ce que j'appelle des surcomplémentaires, mais qui peuvent être appelés options, qui correspondent réellement aux différentes phases de la vie des agents, selon qu'ils sont célibataires, jeunes parents, vieillissants, etc., de manière à ce qu'ils trouvent toujours sur ce contrat l'adéquation avec leurs besoins propres. Alors, quand vous parlez de panier de soins, ça veut dire que d'une certaine manière, il faudrait pouvoir carrément consulter les agents. Absolument. Et je pense que c'est le secret d'une réussite d'une politique de santé. C'est que, en fait, c'est une construction commune entre, bien sûr, ce que pensent les dirigeants, le DG, l'élu, le DRH, mais aussi les représentants des agents qui connaissent bien les contraintes de leur métier et les contraintes de leur action au quotidien. Et de votre point de vue, il y a encore pas assez de collectivités qui le font? Alors, j'ai tendance à dire que oui. Il y a des commissions, ce qu'on appelle souvent des commissions ad hoc, qui sont créées, mais qui sont plus des chambres d'enregistrement que des réels endroits où on va dire, par exemple, je sais pas, les semelles orthopédiques, on pourrait mettre ça dans une option parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont besoin. En revanche, on a besoin d'un remboursement, je dis n'importe quoi, des lombostas parce qu'il y a beaucoup de problèmes de posture. C'est vraiment un travail commun avec les agents de la collectivité. Je vous vois hocher la tête, Philippe Jarton, vous êtes en accord avec cette analyse? Oui, en accord avec cette analyse sur la définition même du besoin de l'agent. Et c'est vrai que pour ce faire, pour définir le besoin réel de l'agent, pour que le dialogue social se nourrisse de ces données et puis arrive à émettre un cahier des charges. Muriel tout à l'heure parlait des appels d'offres et de la qualité des appels d'offres. Je pense que c'est un très bon exemple pour évoquer cette notion de qualité de données nécessaire à une couverture de protection sociale, qu'on parle de santé ou qu'on parle de prévoyance, naturellement. Mais souvent, quand on parle de qualité de la donnée, on parle de systèmes d'information, de logiciels qui n'arrivent pas à échanger, de DSN, que sais-je encore. Certes, tout ça, ça existe, tout ça, c'est un sujet. Pour autant, là, ce qui nous préoccupe, c'est, et ça peut aussi faire sourire, mais pour que la qualité de la donnée émerge, il faut respecter 4 items. Le premier item, c'est que cette donnée soit disponible. Il faut que la capacité soit effective de la collectivité à produire cette donnée. Il faut que cette donnée soit comprise, soit basée sur un référentiel partagé, qu'elle soit utile dans le sens où une fois qu'elle émerge, une fois qu'elle est calculée, il faut qu'elle soit comprise et donc que les utilisateurs soient formés aux indicateurs et que, en bout de course, cette donnée donne lieu à une prise de décision. Donc, il faut qu'elle argumente la prise de décision. Et en ce sens, l'exemple du cahier des charges lors d'un premier appel d'offres de collectivité qui va demander une couverture en santé pour les agents sous la forme d'un contrat collectif, il faut que le porteur de risque ait une connaissance fine des agents. Donc, au-delà même du dialogue social, il faut pas seulement un nombre de jours de sinistralité, comme en prévoyance, etc. Il faut vraiment rentrer dans le détail et dans la finesse de tout ça. Et un second exemple qu'on pourrait rattacher à la thématique globale de notre échange, à savoir le contrat équilibré. Un contrat équilibré, ça veut dire aussi qu'on agit pour maintenir cet équilibre, pas seulement pour trouver l'équilibre, mais aussi pour le maintenir. Et donc par rapport à ça, monter des comités de pilotage avec la collectivité, avec le porteur de risque, c'est issu de quoi? C'est issu avant tout de la lecture de reporting, de la lecture du chiffre, de l'analyse du chiffre, qui vient argumenter la prise de décision sur le fait d'accompagner plus d'agents sur des thèmes de la prévention, mais aussi des actions curatives pour rééquilibrer le contrat. On reviendra sur ce thème des données, parce que c'est vrai que c'est un enjeu stratégique à plein d'égards. Tout à l'heure, vous parliez, Muriel, de surcomplémentaires.
Les contrats socles, ils peuvent être enrichis par des options, et des surcomplémentaires, pour utiliser le terme. À quel moment les employeurs devraient-ils s'en soucier? Alors, à titre personnel, moi je trouve que c'est bien de le prévoir dans l'appel d'offres, parce que ça permet aux agents de faire leur marché, c'est-à-dire ils ont le panier de soins prévus par la collectivité, et en fonction de leurs besoins donc familiaux et d'âge, ils peuvent aller choisir en plus, sans que la collectivité ait besoin de payer. Ils peuvent prendre, mettons, le pack orthodontie, je ne sais quoi. Ils peuvent prendre le pack, s'ils ont des enfants, un pack plus consacré à la pédiatrie. Puis quand les enfants ont grandi, ils peuvent prévoir d'autres choses. Quand on commence à vieillir, on peut mettre un pack semelle orthopédique, cure thermale. Et donc, l'agent a le sentiment que la réponse à ses besoins de santé, il la trouve systématiquement dans cet appel d'offres. Alors que, dans le résultat de l'appel d'offres, alors que si ce n'est pas prévu au début, il va avoir son panier de soins et il va falloir qu'il se débrouille pour aller chercher l'option qui manque dans le contrat de sa collectivité ou à sa banque ou sur une assurance surcomplémentaire qui n'aura pas forcément les mêmes méthodes de calcul et qui lui reviendra forcément plus cher. Est-ce qu'on peut profiter de l'occasion pour dire quelques mots sur les impacts du reste à charge nul? Oui, alors il est évident que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui n'a jamais existé, qui s'appelle la dérive des dépenses de santé. J'ai fait une dernière estimation. Le coût moyen de la santé pour tout le monde a augmenté du 1er juin 2023 à date de 8,8%. Alors, pourquoi? Parce que vous avez des remboursements de la sécurité sociale qui nous sont imposés, qui arrivent sur les complémentaires. Vous avez par exemple les prothèses capillaires, les remboursements dentaires qui passent de 70 à 60%. Ça veut dire que c'est les complémentaires santé qui prennent la différence. Et puis surtout le RAC 0, qui est une idée formidable, c'est l'accès à tout le monde des soins. Sauf que dans le panier de ce qu'on ne paye pas, il n'y a pas forcément par exemple, les verres correcteurs dont vous avez besoin, ils sont pas dans ce qui est RAC 0 et peut-être qu'ils sont dans une autre gamme. Et à ce moment-là, c'est la complémentaire santé qui se substitue. Et vous avez des augmentations absolument colossales parce que c'est pas que les gens ne veulent pas utiliser le RAC 0, c'est qu'ils trouvent pas les verres correcteurs dans le RAC 0 ou que pour les prothèses auditives, quelqu'un qui était déjà appareillé avant, eh bien, l'appareillage qui est dans le RAC 0 est moins bon que ce qu'il avait avant s'il avait une très bonne formule. Donc le RAC 0, qui est une superbe idée humaniste, a occasionné pour l'ensemble des assureurs une dérive des coûts absolument colossale depuis 2 ans. Mais un exemple, le fait que les remboursements de dentistes passent au 1er janvier de 70 à 60%, c'est une augmentation de 1,40% pour l'ensemble des complémentaires santé. Le fait que les tarifs des médecins augmentent, c'est 3,80% d'augmentation pour les complémentaires santé. C'est des exemples. Et ça se met évidemment dans les réponses aux appels d'offres. Et il faut que nos collègues décideurs se rendent bien compte que c'est pas de l'argent qui rentre dans la poche des complémentaires, c'est de l'argent simplement que les complémentaires dépensent en plus pour rembourser les adhérents. Voilà. Mais Philippe Charton, par rapport aux augmentations des dépenses de santé, je sais que chez Reliens, vous faites pas mal de travail statistique. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à durer? J'en parlerai tout à l'heure, mais une des spécificités de la fonction publique territoriale, ça reste structurellement une pyramide des âges
qui est concentré sur le haut, donc avec des agents qui ont été recrutés quasiment tous au même moment, et donc petit à petit, le fait que le recrutement ne soit pas, entre guillemets, efficace dans la fonction publique territoriale du fait du manque d'attractivité de certains métiers, ça fait qu'on est face à une population vieillissante. D'accord, voilà. Okay. On reviendra là-dessus, mais c'est effectivement ce qui est appelé. Ok, donc la question des données que vous avez évoquée, je ne sais pas si vous voulez revenir dessus, c'est vrai que c'est un enjeu stratégique, on peut peut-être en redire quelques mots. Oui, pardon, simplement le fait que, au-delà de cette notion de qualité de la donnée, c'est bien cette utilité de la donnée qu'il faut intégrer dans une approche de management des risques. C'est vraiment ça le concept qu'il faut avoir dans la notion d'équilibre de contrat collectif. Un équilibre, ça se travaille. Et c'est pas simplement le fait de contractualiser avec un assureur qui garantit l'équilibre parce que il a été signé un taux à un certain moment. Il faut contribuer, que toutes les parties prenantes contribuent à maintenir cet équilibre, parce que on parle de vivants, on parle d'agents, on parle de sinistralité pour raison de santé. On sait que la santé, Covid, aidant, etc., on sait que c'est une variable très, on va dire, dynamique. Et donc, il faut monter des comités de pilotage, il faut lire les données, il faut savoir les interpréter, et il faut agir. C'est ça, cette notion de management des risques. Et quand vous parliez tous les deux d'attractivité, des métiers, certains métiers pas attractifs dans le monde territorial, c'est vrai que le métier de la gestion des données, c'est un métier. Et sur lequel il va falloir que les collectivités aussi recrutent, parce que c'est un... Recrutent et arrivent à trouver. Parce que et la capacité à recruter en concurrence directe avec un secteur privé qui demande énormément sur ces métiers de data analyst, etc. Donc aujourd'hui, au-delà même de la pénurie de candidats, il y a une réelle compétition sur ces candidats. Les collectivités devront nécessairement intégrer une démarche d'analyse de données ou, entre guillemets, l'externaliser, mais l'externaliser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la co-construire avec des partenaires, pas nécessairement mettre des appels d'offres sur le traitement de données, c'est pas ce que je veux dire, mais travailler avec les partenaires sur l'élaboration d'indicateurs communs et une compréhension commune du management des risques. C'est là où on voit que les problèmes de gouvernance sont intimement liés et que le travail avec considérer que les mutuelles sont des partenaires, c'est quand même la meilleure vision des choses. Alors, c'est des partenaires, mais c'est aussi des tiers de confiance. Parce qu'en fait, on a la capacité, on est affinitaire, on connaît les métiers, il y en a plus de 250 dans la FPT, et grâce au ciel, on a maintenant un recul, puisque les premières conventions de participation ou de labellisation ont commencé en 2011. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une maturité managériale qui est arrivée. Et je crois que beaucoup de nos collègues ont compris qu'avec les chiffres des anciens contrats, etc., ils ont vu qu'il y avait des dérives, on peut maintenant leur expliquer pourquoi, on peut leur expliquer qu'il y a un moment, il faut analyser le pourquoi de la dérive, comment on peut y remédier, et on se base beaucoup sur l'antériorité des contrats pour répondre et pour tarifer ces appels d'offres. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant que nous passions à une deuxième partie, si je puis dire, parce que tout ça est intimement lié, qui est la partie de la prévoyance, que ce soit à vous que nous posions une question, vous internautes. Elle s'affiche sur vos écrans. La question est la suivante. Pour la mise en œuvre d'une complémentaire en santé, vous êtes plus labellisation 1 ou convention de participation 2. Voilà, vous répondez par 1 ou par 2. Et puis, on soumettra les résultats dans un petit moment à nos intervenants. Et en attendant, nous allons plus évoquer le sujet de la prévoyance. Déjà avec vous, Muriel, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme d'un provisionnement en prévoyance et comment ça se calcule? Alors, je vais essayer d'être à la fois simple, mais c'est pas forcément très simple. Alors, on va partir de la base, c'est-à-dire un congé de maladie ordinaire. Donc, dans ce qu'on appelle les IJ, congé de maladie ordinaire, vous avez la provision
que doit faire la collectivité, bien sûr, pour payer les 100% sur les 3 premiers mois, puis les 50% sur la suite. Mais là, l'organisme assureur, lui, provisionne 9 mois d'indemnisation, plus bien entendu ce que nous appelons nous les charges techniques, et qui sont les charges de fonctionnement classiques de tout assureur. Il y a évidemment, après le CMO, le CLM. Donc le CLM, même motif, l'employeur provisionne 1 an de salaire, mais l'assureur doit provisionner, lui, 24 mois de complément de salaire, plus les charges techniques. Et si il n'y a pas de reprise, on arrive au CLD, et là c'est 2 ans pour la collectivité territoriale et 36 mois pour la mutuelle. Donc on s'aperçoit très vite d'une sorte de boule de neige, c'est-à-dire que les provisions s'augmentent parce qu'il faut parer au risque que l'agent ne puisse pas reprendre. Il faut donc être en mesure de l'indemniser sur les fameux 1080 jours du statut. Et donc l'assureur porte très vite, vous le voyez, des mois entiers de provision. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'équilibre n'existe plus parce que vous avez davantage de provisions que ça ne devrait être dans une vie normale. Et ça, c'est un mécanisme que nous sommes obligés de respecter, ne serait-ce qu'au regard de la loi et des circulaires européennes. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un peu que nous sommes soumis à Solva II, qui est une directive européenne, et que nous avons un gendarme de l'assurance, qui est la CPR, et qui vérifie si nous avons les provisions nécessaires pour indemniser les adhérents qui sont malades. Alors pour calculer tout cela, nous avons ce qu'on appelle des tables de maintien, où nous croisons notamment l'âge, la durée de l'indemnisation. Et puis, je vais passer la parole à Philippe. À partir du moment, je suis désolée parce que c'est un peu triste, à partir du moment où le CLD se termine, nous sommes obligés de provisionner l'invalidité. Commenter les CLD, etc. en expliquant pour ah, pardon, oui, alors, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, CLM, et congé de longue durée, CLD, pardonnez-moi, je m'adresse à des spécialistes. Vous avez raison, merci beaucoup. Je ne le suis pas. Mais, et à partir du moment où on a épuisé les 1080 jours d'indemnisation, l'assureur est obligé de passer à la provision d'invalidité. Alors, ça peut être le maintien de salaire pour un VAL si l'agent est placé en invalidité totale, ça peut être une invalidité partielle, et puis même, il est obligé de provisionner le décès. Donc, vous voyez, si je prends l'image de la boule de neige grossit au fur et à mesure que les mois passent. D'où la nécessité du rapport entre l'assureur et la collectivité. Par exemple, au bout de 18 mois d'absence, il faut prendre contact avec l'agent, voir ce qu'il y a, essayer de le ramener à l'emploi. Et puis, ça nécessite un certain nombre d'actions que Philippe va mieux détailler que moi. C'est une notion qui émane, qui est vraiment le corollaire du provisionnement. C'est une notion qui est toute simple, c'est le fait que la vision du porteur de risque, donc une mutuelle comme Interia, doit être la plus proche de la réalité de la collectivité et de ses agents. C'est vraiment ce concept-là qu'il faut avoir, cette image-là qu'il faut avoir en tête, et ça pose la question en fait que ce provisionnement, en fait, ce mode de calcul du provisionnement, en fait, c'est une suite de probabilités sur des événements estimés. Et donc, à partir de là, si vous voulez limiter le provisionnement, il faut limiter les incertitudes. C'est très simple, c'est très mathématique comme de tel. Donc, limiter les incertitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je vais prendre quelques exemples significatifs, il faut avoir une information réelle sur la durée de l'événement. En termes d'exemple, vous avez un agent en maladie ordinaire.
le provisionnement, il va tenir quoi? Il va tenir compte de quoi? De sa probabilité de passage en longue maladie, longue durée. Donc ça, c'est bien à la collectivité de renseigner le porteur de risque sur cet événement. Même chose sur un agent qui est en longue maladie, longue durée. Je prends un autre exemple, qui dépose un dossier de départ en retraite. Donc là, il a toutes les chances de ne pas aller au bout de son congé longue maladie, longue durée. Ça, c'est une information qui est très importante pour le provisionnement de l'assureur. Même chose, et dernier exemple, parce qu'on peut en faire toute une litanie, mais les agents qui sont en longue maladie, longue durée, quelle est la probabilité qu'ils passent en invalidité? Là aussi, l'information peut exister dans la collectivité, et la collectivité peut aller à la recherche de cette information pour conditionner au mieux le provisionnement. C'est tous ces éléments, ce qu'on appelle la clôture des événements, c'est ça qui va conditionner le provisionnement derrière. Je jette pas la pierre aux collectivités qui travaillent et qui accompagnent les agents plutôt de façon pertinente et vraiment intéressante sur le long terme. En général, tout ce qui est arrêt long est plutôt très bien accompagné par les collectivités, l'information est réactive. Là où le bas blesse souvent, c'est plutôt sur les cas de maladies ordinaires où il y a plus de cas, une fréquence plus importante, etc. Où là, le traitement, souvent, nécessite une réactualisation. Quand vous évoquez ça, c'est cette idée à certains moments de réactualiser, c'est-à-dire de quoi? De nettoyer les dossiers, d'enfermer certains? C'est ça. Il faut vraiment que les événements soient clôturés par la collectivité pour on en revient à cette qualité de données, pour que la donnée envoyée à un assureur ne nécessite pas un surprovisionnement derrière et conditionne une tarification plus importante. Est-ce que ça dépend pas particulièrement de il y a un critère de réactivité qui est particulièrement important? Oui. Non. Oui, mais il faut, pour être une ancienne DGA-RH, quand on a des grandes collectivités, on a le nez dans le guidon, et c'est vrai que l'agent est revenu, on ne pense pas forcément à l'indemnisation, à la prévoyance, il est là, il reprend ses fonctions, on lui reverse son salaire, et c'est vrai que les collègues n'ont pas forcément l'idée de se dire « Ah, il faut que je prévienne mon assureur que le dossier en gros est clos et que ils peuvent pas détruire leur provisionnement, mais du coup ils l'enlèvent. » Et beaucoup de collègues n'ont pas idée du fait que le provisionnement, alors je voudrais pas être trop techno, mais augmente le P sur C. C'est-à-dire que vous savez que tous les assureurs font ça, vous avez un rapport P sur C, c'est-à-dire prestation sur cotisation, qui ne doit pas évidemment dépasser 100, sinon on n'est pas en équilibre. Et quand vous avez ma boule de neige là qui ne s'arrête pas, eh bien elle gonfle le P par rapport au C, et vous arrivez à des rapports qui peuvent être de 120, 125, 130. Et on s'aperçoit, pour l'avoir fait, on a souvent travaillé ensemble, on fait l'effort de nettoyer ce qu'on appelle dans notre jargon les dossiers, et on baisse le P sur C quelquefois de 10, d'un indice de 10 sur une période d'un an. Donc, et à ce moment-là, du coup, la collectivité est gagnante, parce que si elle est à 120, l'assureur va lui dire « je suis obligé de réévaluer mes tarifs ». Si elle baisse à 110, d'abord on réévalue moins et on a en plus la certitude qu'il y a une sorte de coactivité entre ce que j'appelle le tiers de confiance et la collectivité. Alors je vais chausser mes lunettes pas assez remboursées de mon point de vue. Mais ça, j'en parlerai à ma mutuelle. D'abord, pour vous donner les résultats du sondage, et puis pour prendre déjà une ou deux questions. Donc, par rapport à la question qui nous a été posée, labellisation 43%, convention de participation 29%, ne sait pas 27%. Je suis même surpris par la quantité de ne sait pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Ça n'est que l'échantillon des nombreux inscrits à cette qui est représentatif en fait. Moi, 43%.
43% labellisation, 29% convention et 27% ne sait pas. Sur une enquête qu'on a menée auprès de 1200 collectivités, accompagnées par Reliance, concernant la santé, 2 tiers étaient, donc les collectivités équipées, 2 tiers l'étaient via la labellisation. Donc on en revient, si on fait le total, on en revient à peu près à ce chiffre-là. Oui, moi ça ne m'étonne pas du tout ce chiffre, parce qu'en plus de ça, la notion de convention de participation, elle fait peur. Et elle fait peur parce qu'elle est lourde à monter. Il faut rédiger un cahier des charges et on en parlait tout à l'heure, c'est pas simple. Il faut souvent l'aide d'un assistant maître d'ouvrage, il faut des concertations avec les agents, c'est un levier managérial et comme tout levier managérial, c'est lourd à porter. Donc les collectivités sont affolées par le travail que ça va demander, d'où d'ailleurs le fait que la loi a prévu que les centres de gestion peuvent le faire au nom des petites collectivités qui ne sont pas équipées pour le faire. Mais la labellisation a l'avantage que le fait qu'un agent dit bah voilà, j'ai tel contrat labellisé, on le rembourse de la part que veut mettre l'employeur. Et c'est d'une simplicité bien plus grande que la convention de participation. On voit quand même que la PSC génère une quantité de travail immense dans les collectivités, qui n'étaient pas forcément... Et puis l'appel à un certain nombre de compétences techniques, mais sur les données, qui, à mon avis, qui n'avaient pas forcément été intégrées par les collectivités. Et cette réalité, ils y font face. Alors, une première question qui est peut-être un petit peu technique, mais... vous me direz l'intérêt qu'elle peut avoir. Si les calculs provisions sont sans marge pas complètement cadrés, pourquoi sur des données de sinistralité identiques, la collectivité obtient des taux très différents de la part de différents organismes au moment du lancement du marché? Alors, je suis tentée de répondre, il y a une notion de concurrence. Je veux dire qu'on est un certain nombre d'acteurs sur le marché de la santé et de la prévoyance, que ce soit des acteurs mutualistes ou des acteurs du privé. Donc, vous ne savez pas d'ailleurs que les tables de maintien, c'est-à-dire les tables qui permettent de croiser les données de fréquence, etc., ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des groupes qui sont adossés à d'autres activités bien plus lucratives que la prévoyance et la santé, qui peuvent se permettre de faire des prix d'appel pour récupérer d'autres contrats en IARD, etc. Mais sans faire allusion trop à l'actualité, il y a aujourd'hui une coordination des mutuelles affinitaires à laquelle nous participons tous les deux. Et quand on travaille ensemble, on s'aperçoit que nous avons quasiment tous les mêmes règles, les mêmes problématiques, les mêmes chiffres d'augmentation. Et donc, il peut y avoir évidemment des différences. C'est un peu comme quand vous faites vos courses. À Carrefour, les œufs sont moins chers, mais le lait est plus cher. Et donc, c'est très très difficile de toute manière de comparer des offres sur de nombreux items. Mais aujourd'hui, nous sommes, je crois qu'on peut le dire, Philippe, peut-être avec un regard un peu plus actuariel, nous sommes dans un contexte à peu près égal sur les réponses. Alors, en explication de la tendance, oui, on va avoir quasiment chaque porteur de risque va avoir en gros la même simulation. Là où il y a des différences, et comme vous le dites, hein, Muriel, sur la concurrence, oui, ok, de la marge, moins de marge, plus de marge, ok, mais il ne faut pas aussi mettre de côté que les tables sont pas tout à fait identiques d'un porteur à l'autre. Et donc que l'appréciation de la sinistralité, hein, la question de l'auditeur, elle peut être différente d'une compagnie à l'autre, du fait justement de la probabilité estimée de chaque événement et la qualité en tant que telle de la population regardée. Oui, on reviendra d'ailleurs sur cette question-là. Est-ce qu'on peut, parce que le temps passe très vite, Muriel, répondre à la question suivante, c'est comme on l'a fait pour la santé, hein, comment est-ce qu'on construit un contrat de prévoyance? Alors,
On le construit, je vais rejoindre ce qu'a dit Philippe sur la fiabilité des données. On a à peu près aujourd'hui 50% des collectivités qui ont déjà mis en place depuis 2011 le premier décret, soit des conventions de participation, soit d'ailleurs des labellisations. Et donc on dispose aujourd'hui de chiffres sur lesquels on peut se baser et qui sont d'ailleurs exigés dans le cahier des charges. Alors, on se base sur la sinistralité du contrat précédent. Si un contrat est sorti à 160% de P sur C, on se dit « Ouh là là, il y a peut-être un problème d'absentéisme important ». Donc, on regarde le taux d'absentéisme, on regarde la longueur des arrêts. Je rappelle qu'au niveau national, on est à 9,5% d'absentéisme. Si vous avez un absentéisme dans une collectivité globale, s'il est de 20%, on se dit « Ah, il y a peut-être un problème dans la collectivité ». On regarde bien sûr la pyramide des âges. On regarde le nombre de décès. Et on regarde aussi la manière dont les gens peuvent être éventuellement reclassés ou sur des postes réadaptés. On essaie de croiser tout ce qui a trait à la spécificité de la collectivité ou de l'ensemble des collectivités qui font le cahier des charges. Document. Tout à fait, hein, sur la notion de prévoyance. Là aussi, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, la qualité de la donnée, c'est primordial. Elle se pose différemment pour la prévoyance. Elle se pose différemment pour la prévoyance parce que la collectivité a plus de données en général en sa possession. Elle connaît la date de l'arrêt, elle connaît la durée de l'arrêt, elle connaît la nature de l'arrêt, est-ce que c'est de la maladie ordinaire, un congé longue maladie, etc. Elle connaît, entre guillemets, mieux son agent que quand il consomme des dépenses de santé pure. Là, on parle vraiment d'absence et de couverture du demi-traitement. Donc là, les informations sont connues par les collectivités. Je ne dis pas que c'est simple de les retranscrire dans un appel d'offres. Pour autant, elles existent. Par contre, il faut qu'elles soient fournies parce que, justement, encore une fois, l'image doit être la plus fidèle possible pour pas qu'il y ait des problèmes de surestimation de certains événements vis-à-vis d'autres. Quand vous dites qu'il faut qu'elle soit fournie, ça veut dire qu'il peut y avoir certainement des problèmes de transparence? C'est pas des problèmes de transparence, mais c'est des problèmes de doit-on vraiment donner une somme aussi importante de données dans un cahier des charges pour arriver à une tarification. Je rappelle, hein, une convention de participation en prévoyance, c'est un contrat collectif sur 6 ans. Donc, on peut installer un réel rapport de confiance, dans la durée, y compris sur la donnée, dans la durée, parce que de toute façon, il va falloir, comme on le disait tout à l'heure, hein, maintenir et préserver l'équilibre de ce contrat pendant une durée longue, 6 ans. Juste ajouter à ce que dit Philippe, pardon, mais le fait de suivre avec la collectivité, celui qui a remporté le marché, de suivre au minimum 2 fois par an, dans une réunion où on va dans le détail, de suivre l'évolution des chiffres, c'est capital. Parce que ça peut permettre d'un seul coup, je ne dirais pas de rééquilibrer un contrat, mais de mettre le doigt sur un certain nombre de choses qu'avec une politique RH adaptée, on peut non pas solutionner, mais réguler de manière importante. Donc, je reprends mon mot de tiers de confiance, cette collaboration, on met tous les chiffres sur la table et on dit, dites là, moi je vois en longue durée, j'ai l'impression que vous avez vraiment un problème, est-ce que vous ne pensez pas que... Et puis après on discute, voilà. Alors, je pense que vous avez un petit problème de micro qu'on va essayer de régler. Il faudrait que vous le remettiez un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Je pense que on nous confirmera que les choses se passent bien. Ce serait bête qu'on vous entende pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter, peut-être Philippe,
Muriel l'évoquait tout à l'heure sur la sinistralité et l'âge. Peut-être s'arrêter un petit peu. On a prévu un slide sur ce sujet-là. Ce serait intéressant que vous puissiez nous le commenter. C'est vrai que l'âge, hein, on entend beaucoup parler concernant la fonction publique territoriale, avec une pyramide des âges donc très concentrée sur le haut de cette pyramide. Hein, c'est 6 agents sur 10 qui ont plus de 45 ans hein, dans la fonction publique territoriale. Donc on essaye hein, de mesurer cette corrélation entre l'absentéisme pour raison de santé et l'âge. Donc c'est l'objectif hein, du slide de gauche, donc avec les bâtonnets bleus, les histogrammes bleus, où vous avez la durée moyenne des arrêts, donc calculée en jours, par rapport aux différentes strates d'âge dans les effectifs de la fonction publique territoriale. Donc cette étude, là, elle est basée sur 460 000 agents de la fonction publique territoriale et sur plus de 15 000 collectivités. Donc on a quand même un corpus de données assez important. C'est une étude qui va être produite dans un mois. Alors, ça traduit quoi ces histogrammes-là? Vous prenez le premier histogramme, 23 pour moins de 25 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un agent de moins de 25 ans dans une collectivité, dans les collectivités qu'on a observées, s'arrête, toute nature d'absence pour raison de santé confondue, il s'arrête pour 23 jours. C'est la durée moyenne de cet arrêt. À l'autre bout du graphe, hein, vous avez les 55 ans à 59 ans, même exercice, quand il s'arrête, la durée moyenne de l'arrêt, là, c'est de 65 jours. Donc, la lecture, elle est simple, hein, la corrélation, elle est totalement visuelle. Vous voyez qu'il y a une pente assez importante par rapport aux générations d'âge. La décroissance que vous observez sur les 60 ans et plus, c'est tout simplement le fait que les agents partent en retraite et donc ne finissent pas la totalité de leur arrêt, que ce soit en longue maladie ou en longue durée. Et donc, nécessairement, quand on recalcule la durée moyenne, il y a la cassure du fait du départ en retraite. À côté, vous avez un graphe sur le demi-traitement. Donc, le demi-traitement, c'est quoi? L'assiette que l'on a choisie, là, c'est les agents qui sont donc arrêtés pour raison de santé et qui sont effectivement passés en demi-traitement. Et qu'on a classé par âge et par nature d'arrêt. Et vous apercevez quoi? Vous apercevez que les moins de 40 ans, ils représentent, quand on calcule, quand on prend l'assiette des gens arrêtés pour maladie ordinaire et qui sont passés à demi-traitement, les moins de 40 ans représentent près du quart de cette population, 24%. A contrario, vous prenez l'assiette des agents arrêtés sur la longue maladie, longue durée, les moins de 40 ans ne représentent que moins de 9%, 8,6%. Même chose sur les 59 ans, les 50 à 59 ans. Là, on voit quoi? On voit que le calcul, l'histogramme, grandit très fortement quand on mesure la part de ces agents sur la longue maladie, longue durée. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est simplement le fait que tous les agents sont concernés par le demi-traitement. Les agents les plus jeunes dans les collectivités sont concernés par le demi-traitement, mais pas pour les mêmes raisons que les agents les plus anciens. Les agents les plus anciens ont des pathologies plus longues, plus lourdes, et nécessairement avec des natures différentes. Pour autant, tout le monde est concerné dans la collectivité, et on voit l'impact, la corrélation de l'âge sur le demi-traitement. Oui, c'est très éclairant. Des commentaires, oui. Oui, tout à fait. Mais, on parlait notre sujet aujourd'hui, c'est l'équilibre des contrats. On voit très bien qu'avec ce genre de graphique, l'équilibre du contrat, il se déstabilise très vite. Parce que plus la colonne augmente, plus finalement, ce que je rappelais, le P sur C se décale, et donc on arrive à des taux de sinistralité qui sont extrêmement importants, donc qui obligent à augmenter les contrats, et nos collègues ne comprennent pas forcément pourquoi, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact financier de ce qu'on appelle le provisionnement, et c'est pour ça que je disais qu'il est très très important qu'il y ait aussi cette
complicité, pardon, ce Non, dialogue. Le mot a plusieurs sens. Oui, hein, mais ce dialogue avec l'assureur, parce que peut-être qu'on peut faire revenir l'agent en aidant à l'aménagement de poste. Peut-être qu'on peut faire revenir l'agent plutôt que de dire bon bah il va passer en aval et ça va être encore pire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ramener les agents avec un dialogue avec le DRH ou le DGA sur des postes où il va pouvoir continuer différemment, mais continuer son activité. Voilà, mais ça, c'est typiquement un graphe de contrat déséquilibré. Je ne connais pas d'assureur qui ait un contrat équilibré avec ce genre de graphique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste un quart d'heure. On s'est engagé auprès des internautes à répondre à leurs questions ou à leurs observations. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais faisons notre devoir. Première chose, c'est plus un commentaire, mais qui se termine par une question. Les organisations syndicales ont obtenu un accord dans la FPT pour la mise en place de contrats d'adhésion obligatoire. Les décrets d'application sont en attente. Comment se positionner et lancer des appels d'offres alors que les collectivités n'ont pas toutes les cartes en main? Vraie question. Alors, je vais répondre et Philippe complétera. D'abord, l'accord de la CET, donc la coordination employeurs territoriaux, de l'accord du 11 juillet, c'est une proposition. Ce n'est nullement un prédécret ou donc maintenant les pouvoirs publics ont d'abord le ministre Grigny a dit qu'il voulait aligner la FPE, la FPT et la fonction publique hospitalière. On n'en est pas là. Donc on n'en est pas là tout de suite à la signature de ce qui est proposé dans l'accord du 11 juillet. Et ce qui va arriver en revanche plus tôt, c'est l'impact de la réforme des retraites avec les âges 62, 75, on l'évoquera si on a le temps, mais je réponds à la personne. Donc aujourd'hui, eh bien, les collectivités continuent sur la base du décret du 8 novembre 2011, c'est-à-dire sur des contrats facultatifs, mais la coordination intermutuelle que nous représentons, dont nous sommes 2 membres, a prôné le contrat de prévoyance obligatoire pour essayer de faire en sorte que les contrats soient plus équilibrés, c'est-à-dire que les bons risques, pardonnez-moi de dire ça, c'est-à-dire les agents qui ne s'arrêtent pas beaucoup parce qu'ils sont en bonne santé, compensent, c'est la vraie mutualisation, compensent les gens plus âgés qui s'arrêtent plus longtemps. Philippe, sur ce sujet sur l'accord du 11 juillet, hein, il faut quand même souligner, je sais que Muriel est complètement d'accord avec ça, hein, que c'est une vraie réussite du monde territorial, que c'est une vraie avancée sociale là-dessus, c'est une vraie réussite du dialogue social. Même du dialogue social, oui. Ça, tout à fait. Donc ça c'est un premier point. Le second point, c'est que ça soulève beaucoup de questions techniques, parce que le sens du texte est très favorable, avec le principe d'englober la totalité des agents et de réussir à mettre en œuvre une couverture, notamment prévoyance obligatoire, avec une participation importante, un engagement important de l'employeur territorial. Pour autant, ce qu'on attend de la transposition des services de l'État, c'est une transposition technique. Et comme dit la personne qui pose la question, c'est comment faire. Aujourd'hui, sur la base du 11 juillet, monter un cahier des charges sur cette base-là, ça me paraît très compliqué. Voilà. D'accord. Je vais vous demander des réponses courtes parce que les questions se multiplient. Il y a une question remarque, mais qui est que quand vous parliez de la correction de l'âge et de la sinistralité, une personne qui pose une question qui est un petit peu à la marge, mais qui est intéressante. Est-ce pour cette raison que les collectivités élaborent de plus en plus de plans seniors? Rien n'est inexorable dans les collectivités, et quand on parle d'absentéisme pour raison de santé. Donc les plans seniors, ça peut être une partie de la réponse. Il y a aussi dans la réforme des retraites entre guillemets, des solutions peut-être à mettre en œuvre. Pour autant, avant que l'agent soit proche de la retraite ou devienne senior, il y a
le suivi de cet agent, il y a la gestion prévisionnelle des métiers, des compétences, ça dépend comment on l'appelle, mais il y a ça, voilà, parce que plus en amont, je voulais dire. Le plan senior, c'est déjà plus en amont. C'est déjà tard. On sait que le personnel ADSEM, par exemple, il y a une durée d'exercice, et après, la personne est naturellement usée, et là on parle de pénibilité, d'usure professionnelle, il y a un fonds qui est en montage actuellement, c'est l'un des sujets. D'accord. Une autre question peut-être plus adressée à vous, Muriel. J'ai l'impression qu'une convention de participation avec adhésion obligatoire permettrait aux agents de bénéficier de meilleures garanties pour un coût identique. Est-ce un raisonnement correct? Est-il préférable d'attendre que le centre de gestion lance son appel d'offres et s'y greffer? Alors, pour un coût identique? C'est la question. À partir du moment meilleure garantie pour un coût identique. Non. La personne demande si c'est correct ce qu'elle dit, donc ça ne l'est peut-être pas. C'est-à-dire que il y a une fausse idée qui court, c'est que quand on fait une convention collective, une convention de participation, qu'elle soit d'ailleurs en santé ou en prévoyance, ça revient moins cher et qu'on a de meilleurs prix. Non, parce que de toute manière, les provisionnements, alors les coûts de santé, c'est les mêmes, mais en provisionnement, on a ce que j'appelais les tables de maintien, etc. Et forcément, dans l'état actuel des conventions, si elles ne sont pas adhésion obligatoire, seuls adhèrent finalement les gens dont la probabilité d'arrêt est la plus importante. Quand j'étais aux manettes, parce que c'est important de le dire, nous avions sur le centre de gestion que je dirigeais des collectivités qui avaient fait l'effort de ne mettre à charge des gens que 4 € pour un contrat prévoyance. Et les jeunes ne le prenaient pas. C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Donc le problème, ceux qui prenaient la prévoyance, ce sont des gens de mon âge, etc., qui se disaient j'ai besoin d'un filet de sécurité pour pouvoir vivre. Or, quand on a 25 ans, si on va au ski et si on se fait une fracture terrible, on est arrêté quelquefois 6 mois. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'hypothèse de cet auditeur. Voilà, ce monsieur est venu avec sa question et il repart avec une réponse. Une question qui est peut-être un peu plus poil à gratter. Allez-vous revoir vos frais de gestion à la baisse dans la tarification des prochains contrats prévoyance suite à l'accord du 11 juillet, vu le travail d'affiliation qui reposera désormais sur l'employeur public et non sur la mutuelle? Alors, les frais de gestion, c'est pas les frais d'adhésion. Attention, parce que de plus en plus, les adhésions se font de manière électronique, c'est-à-dire que on appuie sur un bouton, on clique, voilà. Et ça passe évidemment par les DRH, puisque le DRH va mettre de l'argent en face du montant de la prévoyance, mais les frais de gestion, c'est l'ensemble des gens qui qui travaillent chez l'assureur, c'est les frais de traitement de dossier, c'est les frais, il y a des frais de gestion incontournables, comme dans une collectivité, comme il y a des salaires à verser, etc. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 6-7 ans, il y a une compression des frais de gestion extrêmement importante, de manière à ce qu'ils soient les plus bas possibles, justement pour que les prix pratiqués ne soient pas augmentés, impactés trop fortement des frais de gestion. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais je le sais pour en avoir parlé avec nos invités qu'ils s'engagent à y répondre postérieurement, donc vous aurez de toute façon des réponses. Je vais en reprendre encore 2 avant qu'on fasse un dernier tour de table. Pourrait-il y avoir une surcotisation possible sur la prévoyance, car l'accord du 11 juillet propose une prévoyance minimale de 90%? Je ne saisis pas très bien la question, mais peut-être... Oui, alors... en fait, quand on parle de 90%, on est sur le montant des prestations versées, de l'indemnisation versée. Voilà. Donc, à partir du moment où encore une fois, on est dans le cadre de la transposition, donc j'émets une hypothèse, que la collectivité choisisse au travers de son dialogue social et d'avoir un accord entre guillemets local supérieur aux conditions de l'accord national, techniquement, oui, ça peut être possible. Donc, mettre en place du
95% de prestations au lieu de 90%. Voilà. Pour autant, attention, parce que le 90% n'a pas été choisi au hasard. Et quand on parle d'équilibre de contrat, c'est aussi le fait qu'il y ait une différence entre, y compris fiscalement, entre un agent en activité et un agent arrêté pour raison de santé. Voilà. Donc le 90%, c'est aussi une variable qui a été bâtie sur ce triptyque. Alors, pour dire fiscalement, parce que c'est pas forcément compréhensible, pardon, c'est qu'un agent qui touche donc 50% de l'assureur parce qu'il est à demi-traitement ne paye pas d'impôt sur la partie indemnisée. Et donc c'est pour ça que Philippe parlait de fiscalement, c'est qu'à la limite, quand on est aujourd'hui indemnisé à 100%, eh bien on touche plus d'argent que si on travaille et qu'on est payé à 100%. D'où aussi le choix par la CET de parler de 0,90, sachant que dans l'accord CET, ils ont rajouté la NBI et le régime indemnitaire, ce qui est très important. Une dernière question qui concerne, je dirais, plus à la fois les risques et les données, mais d'une manière particulière. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte les risques de RPS, surtout d'augmentation des problèmes de santé mentale qui explosent? Alors, le document unique d'évaluation des risques dans les collectivités, depuis quelques années, prend en charge l'évaluation aussi des risques psychosociaux. Donc, on a une phase de pré-diagnostic, mais c'est un sujet qui croît dans les collectivités, et la mise en place de dispositifs supplémentaires s'avère de plus en plus nécessaire. Donc, en termes de mesure du burn-out, en termes de mesure de la pénibilité psychique des emplois exercés, des phases de diagnostic sont hyper intéressantes et aujourd'hui existent à disposition des collectivités pour arriver, au-delà de la prise de conscience, encore une fois, d'agir peut-être sur quelques cas dans la collectivité. Pour autant, ces quelques cas peuvent générer des absences souvent très très longues et surtout de l'incapacité de reclassement qui est assez courant dans ce genre de cas. C'est important de poser la question parce que vous avez raison, c'est un risque, enfin c'est une maladie qui augmente de manière importante, qui est difficile à évaluer, y compris par les spécialistes. On manque de spécialistes et qu'il faudrait accompagner vraiment de près les gens. On va reprendre notre histoire de tiers de confiance. Ça, je pense que c'est des choses qu'on peut effectivement évoquer quand on a le dialogue 2 fois par an avec la collectivité et quand on a la chance de travailler, par exemple, nous travaillons beaucoup ensemble, peut-être de conseiller à l'employeur de mettre en place des solutions ou des pistes qui permettraient d'améliorer la qualité de vie au travail. Alors je vais vous repasser la parole une dernière fois, peut-être pour conclure ou dire quelque chose que vous n'avez pas pu dire. Je sais que vous aviez, Muriel, vous aviez quelques recommandations supplémentaires que vous souhaitiez évoquer brièvement, et puis Philippe peut-être sur le sujet de l'impact des retraites ou sur autre chose que vous choisissez. Moi, ce que je voulais dire, puisqu'on parle d'équilibre des contrats, c'est que de plus en plus aujourd'hui, sans polémique, c'est vraiment purement pédagogue ce que je vais dire, de plus en plus, il y a les pouvoirs publics transfèrent de la sécurité sociale, enfin, limitent les remboursements faits par la sécurité sociale et en fait les balancent sur les complémentaires santé. C'est vraiment facile de faire des cadeaux avec l'argent qu'on n'a pas, mais les mutuelles ne fabriquent pas le soir ou la nuit de la monnaie sonnante et trébuchante. Donc, on a une obligation absolue d'avoir des contrats équilibrés, on a une obligation absolue d'avoir des provisions qui nous permettent d'indemniser la totalité de nos adhérents sans qu'on leur dise « débrouillez-vous, on n'a plus les sous pour vous payer ». Et en même temps, on nous transfère tous les ans et de plus en plus des charges.
Donc il y a quelque chose qui est angoissant parce que nos clients, nos collègues ne comprennent pas pourquoi on leur remet des appels, des cahiers des charges en leur disant on va augmenter l'année prochaine de 10% parce que la législation a augmenté, parce qu'on nous a transféré des choses. Et c'est la première fois dans l'accord du 11 juillet qu'on voit que même les employeurs disent qu'il y aura des augmentations annuelles qui peuvent aller de 10 à 25% en fonction des contrats. Mais je dis, les vases communicants de la sécurité sociale, on parle par exemple de nous passer l'orthodontie. Vous imaginez le coût de l'orthodontie pour des organismes complémentaires. Oui, simplement un petit mot sur une question d'ailleurs. Hein. Il y avait l'idée que la mutualisation allait faire baisser les prix. Oui, peut-être dans certains cas. Par contre, la réforme des retraites va faire réaugmenter les coûts très sensiblement, hein, parce que quand on fait des estimations, hein, vous avez une sinistralité technique. Hein, un agent qui a arrêté en longue maladie, avant la réforme, il partait à tel âge en retraite. Après la réforme, il va partir plus vieux. Et il va pas reprendre, entre guillemets, hein, il va pas reprendre l'activité quand il est en congé longue maladie. Donc, vous allez avoir, entre guillemets, une sinistralité technique. Quand on la calcule, là aussi, hein, les modèles sont un peu différents d'un porteur à l'autre, mais c'est de l'ordre de 4-5% les premières années. Et puis après, on tombe bien sur 10-11%. Donc, ça, il faut quand même avoir en tête que c'est une couverture, la couverture globale prévoyance, qui est très impactée par la réforme des retraites. Alors, il est temps d'abord de vous remercier, tous les deux, Muriel et Interial, sans qui cette webconférence n'aurait pas pu avoir lieu. Philippe Charton de Reliens, merci pour votre disponibilité et puis je dirais la générosité de vos réponses. Vous avez répondu à une partie des questions, donc il y en a beaucoup. Je redis aux internautes qu'ils auront des réponses à leurs questions. Sinon, il y a également, il existe le service VK Ligne Expert qui vous permet de poser des questions. Voilà, c'était une conférence assez riche sur un sujet effectivement beaucoup traité, mais sous un angle un petit peu différent. Donc merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.